Marché action. Faut-il revenir à l'achat ce mois de mai 2024 sur l'indice S&P 500? Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Reprise du Top Gun. Nous sommes le lundi 6 mai 2024. Les marchés actions, que ce soit d'ailleurs les marchés actions européens ou états-uniens, mais prenons ici le cas du S&P 500, sont entrés dans une phase de prise de profit, de correction qui a démarré selon les marchés entre la mi-mars et la fin du mois de mars. D'ailleurs, cette phase de prise de profit concerne l'ensemble des actifs dits risqués en bourse, puisque le cours du Bitcoin, lui aussi, a démarré une trajectoire corrective mi-mars. Le S&P 500, lui, il a démarré autour du 25 mars. Et donc, se pose la question, alors que résonne, alors que se lit, alors que se dit, alors que se hurle partout l'adage « Sell in May and go away », qui moi ne m'inquiète pas. Je vais d'ailleurs vous rappeler des statistiques sur cet adage boursier qui en aucun cas valide le fait que passer short sur le marché en mai sera une stratégie gagnante à la fin de l'année. Bref, chers amis, la question. La correction, elle n'a pas attendu début mai pour commencer. Nous y sommes déjà depuis 6 semaines. La tendance de fond, elle, est haussière. Les horizons de temps longs sont haussiers. L'horizon de temps hebdomadaire, l'horizon de temps journalier sur le plan technique. Sur le plan fondamental, les perspectives de bénéfices des entreprises, en particulier les stars de la tech, les secteurs technologie de l'information, communication services, ont toujours des perspectives de bénéfices favorables pour 2024 et 2025. Alors, dans cette tendance haussière de fond, sur le plan technique et sur le plan fondamental, la question est de savoir, faut-il exploiter la correction technique de court terme, celle qui se déploie sur plusieurs semaines, pour re-rentrer à l'achat? Donc, moi ici, je ne souhaite pas sauter à pieds joints dans l'adage « Sell in May and go away ». Je cherche à vous proposer une vidéo qui, j'espère, vous plaira, qui consiste à se poser la question, marché action, faut-il revenir à l'achat au mois de mai, donc à contre-courant de cet adage? La question, en fait, elle est la suivante. Sur le plan technique, le marché était mi-mars en situation de surachat, de surextension, puisqu'il a proposé entre octobre 2023 et mars 2024 une hausse, rappelez-vous, verticale, sans période de pause, sans période de correction. La dernière véritable période de correction sur le S&P 500 remontait à l'été 2023 et elle avait été à l'époque très bien construite. Et le marché s'était ressaisi à peu de choses près autour de la moyenne mobile à 200 jours avant de repartir dans le mouvement que nous connaissons. Donc, en fait, plutôt que se dire « Sell in May and go away », je vends tout et je quitte la bourse. D'ailleurs, je vais repréciser exactement en quoi consiste cette stratégie Sell in May and go away, qu'il faut comparer avec la stratégie Sell in May and go short, qu'il faut comparer à la stratégie Buy and hold. Et que disent les statistiques? Vous allez voir que le mois de mai, effectivement, pas significatif. C'est au mieux un mois neutre, souvent un mois baissier, mais statistiquement, ce n'est pas un mois de crack. Vous savez que sur les 10 derniers mois de mai, entre mai 2014 et mai 2024, sur le S&P 500, 8 mois sont bullish, 2 sont bearish. Donc, les statistiques parlent contre cet adage. Mais c'est parce que cet adage, en fait, est mal compris. Je vais donc commencer cette vidéo par réexpliquer. Ensuite, le sujet. Marché action, S&P 500, faut-il revenir à l'achat? Pour répondre à cette question, il faut répondre à 2 sous-questions. Première sous-question, sur le plan technique, est-on passé d'une situation de surachat court terme à une survente court terme qui permettrait d'entrer? A-t-on une structure d'analyse technique qui indique, comme ce fut le cas par exemple en octobre 2023, que la correction est terminée? Oui ou non? Sinon, quelles sont les conditions? Si oui, ok, pourquoi? Bon, je vais répondre à tout ça. Et sur le plan fondamental, le marché en mars avait atteint des niveaux de valorisation très élevés qu'il n'a pas atteints depuis soit 2001 ou les records de 2021. Est-ce que la baisse depuis 6 semaines permet de revenir à des niveaux de valorisation plus confortables ou pas? Voilà en fait la vraie question. Et finalement,
faut-il revenir à l'achat sur le plan en mai 2024, consiste à répondre à la question, est-ce que l'analyse technique et l'analyse fondamentale autorisent un retour à l'achat dans le courant du mois de mai sur le S&P 500. Et donc c'est parti, chers amis, c'est à toutes ces questions que je vais tenter de répondre. Marché action, faut-il revenir à l'achat ce mois de mai 2024 sur le S&P 500, retour du Top Gun, j'espère que ce principe d'émission continue de vous plaire. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre des petits commentaires. C'est la seule façon pour moi d'exister à travers ces vidéos dans la durée, chers amis. La correction des actifs risqués en bourse, marché action et marché crypto, a commencé au milieu du mois de mars, alors que la désinflation US s'est mise en pause. Oui, naturellement, je vais revenir sur la dernière décision de politique monétaire de la Fed, sur ce qu'a dit Jérôme Powell la semaine dernière. Vous savez, en fait, je vais répondre directement. Au-delà de tout l'argumentaire technique que je peux apporter, au-delà du blabla fondamental, diraient d'autres, que je peux apporter. Je répondrai à la question, faut-il revenir à l'achat sur le S&P 500 ? Déjà, ça dépend des actions, ça dépend des secteurs, voilà, bon ça, il faut creuser. Mais si on raisonne uniquement d'un point de vue absolu, moyenne, S&P 500, bon, la réponse est non. Si il y a sur la table monétaire encore un scénario d'hausse de taux, c'est-à-dire que le taux d'intérêt directeur, enfin le taux des fonds fédéraux, pour parler français, le taux d'intérêt des fonds fédéraux états-uniens est actuellement, il est à 5,50. En fait, c'est un intervalle 5,25, 5,50, mais je dis 5,50, le haut de la fourchette, pour simplifier. Si, d'ici la fin d'année, il y a un scénario de réaccélération de l'inflation, avec un haut de fourchette du taux d'intérêt des fonds fédéraux qui passe à 5,75, la réponse à la question que vous avez vue tout à l'heure sur le slide est en 3 lettres. Bon, ça ne nous avance pas plus, mais ça commence par un N, c'est-à-dire que c'est non. Si, comme semble l'avoir dit Powell la semaine dernière, il y a sur la table encore le scénario annoncé en décembre dernier, car oui, rappelez-vous la conférence de presse de Jérôme Powell de décembre dernier. Le mec s'est avancé. Il n'est pas très à l'aise maintenant. Il n'est pas très à l'aise. Très à l'aise. Bon. Liaison ou pas liaison ? Très à l'aise. Parce qu'il s'est mouillé en décembre dernier. En décembre dernier, je vais vous remontrer sa citation précise lorsqu'il a répondu à un journaliste en décembre dernier. Il a dit que, oui, le questionnement du FOMC, du comité de politique monétaire de la Fed, était de savoir combien de baisses de taux il y aurait. Quand est-ce que nous allions baisser les taux ? C'était le scénario principal. Il avait, et je me souviens qu'en décembre dernier, les indicateurs avancés d'inflation de la Fed, en particulier l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, il était archi optimiste. Il nous annonçait du 2,10 pour le corps PCE en mars. Finalement, on est encore à 2,8. Mais il n'a pas fait marche arrière, Powell. Il a dit que le scénario d'une hausse de taux n'était pas sur la table. Qu'il s'agissait toujours d'un scénario de baisse de taux, mais que pour cela, il fallait acquérir la confiance suffisante, de strong confidence, pour commencer à baisser les taux, dans la désinflation. Et donc, plus que jamais, il y a ribambelle, c'est français, je ne sais plus, de statistiques macroéconomiques. Il y a pléthore, il y a quantité de statistiques macroéconomiques. Au final, la seule chose qui va compter ces prochains mois, ce sont 3 chiffres, toujours les mêmes. Le PPI, les prix sortis d'usine, prix à la production. Le CPI, l'indice des prix à la consommation. Et le PCE, un autre indice des prix à la consommation, calculé par le BEA, et que la Fed utilise en priorité, car il minore le poids de l'immobilier et il augmente la représentation des services, pour simplifier. Le reste, alors oui, il y a plein d'indicateurs avancés, je vais vous remontrer. Moi, je suis archi optimiste. Je vous ai refait une synthèse des indicateurs avancés d'inflation. Vous prenez par exemple l'inflation immobilière. Dans l'indice officiel d'inflation, elle est à 5,5. Là, je suis allé vous chercher, c'est tout chaud, tout frais. Bon, c'est à la fois chaud et frais. Je suis allé vous chercher la vraie inflation. Là, si vous êtes aux États-Unis et que vous signez un nouveau contrat de location,
le taux d'inflation entre là, votre nouveau contrat de location à début mai 2024, rapporté à mai 2023, c'est 0,4 en moyenne. Alors pourquoi dans l'indice officiel c'est 5,5? C'est parce que l'indice officiel, comme j'ai pu vous l'expliquer à plusieurs reprises, lag, est en retard, car il intègre les contrats de location en cours. Mais tous ces nouveaux contrats de location vont y arriver progressivement. Donc on sait déjà que la partie immobilière, c'est bon. Il y a une vraie incertitude sur les services. Bon, alors, donc voilà, donc le plan est sous vos yeux. Ne craignez pas trop le sell in May and go away. Réserve fédérale, une dernière hausse de taux est-elle sur la table? Le S&P 500 est-il en surachat sur le plan fondamental? Le S&P 500 est-il en surachat sur le plan technique? Et vous avez donc, comme d'habitude, dans la barre de temps, en bas de la vidéo, vous avez de quoi aller directement à la partie qui vous intéresse. Ne craignez pas trop le sell in May and go away. Il ne doit pas être un frein au retour à l'achat. Alors, il ne faut pas non plus se précipiter, parce que je vais faire une grosse partie technique en expliquant que nous n'avons pour l'instant pas de certitude technique que la correction est terminée. Le débat est le même, 5000 points ou 4700, j'y viens. Alors, déjà, j'ai voulu remettre un certain nombre d'informations. Le sell in May and go away, donc est un adage boursier, vendre en mai et partir. Alors attention, c'est très important. Sell in May and go away, ce n'est pas shorter le marché. Il y a 3 stratégies. La première, sell in May and go away, consiste à prendre ses bénéfices sur tous les achats qu'on a fait depuis novembre dernier et partir, fermer son compte de trading, aller faire autre chose, du vélo, de la muscu, du ski, du tennis, du foot, enfin, ce qu'on veut en fait, mais pas de connexion, ni avec son téléphone portable, je ne sais pas où est le mien, et ni avec son PC, à son compte de trading. Go away. Sell in May and go away, ce n'est pas vendre en mode shorter et se barrer, c'est encaisser et partir. Cela s'oppose à la stratégie buy and hold, où j'ai acheté en novembre, je m'en fous, je tiens toute l'année, on verra à Noël, et à la stratégie qui consiste à sell short, c'est-à-dire à agressivement passer vendeur en mai. Il y a 3 stratégies. Statistiquement, le sell in May and go away est beaucoup plus performant que le sell short. Donc la stratégie là qui consiste à dire c'est le mois de mai, je vends tout, mais en mode je passe short. Vous savez, la stratégie de vente à découvert. Eh ben c'est perdant par rapport au sell in May and go away. Et par contre, statistiquement, le buy and hold, c'est-à-dire que vous avez acheté en novembre et là vous attendez jusqu'à décembre, vous tenez vos positions à l'achat, eh bien c'est plus performant que le sell in May and go away. Donc déjà ça. Alors maintenant, on va un peu illustrer tout ça. Alors oui, donc, il y a plusieurs éléments déjà. Alors, qu'est-ce qui fait que effectivement nous sommes entrés dans une phase de correction sur les actifs risqués? Alors que je vous remets ici, là, vous avez le S&P 500 en mensuel, vous l'avez ici en hebdomadaire. J'y viens tout à l'heure pour la partie fractale, mais la correction que nous avons, c'est ça. Nous avons eu donc une hausse verticale entre octobre 2023 et mars 2024, et donc depuis, voilà, nous en sommes à 5 semaines de correction, 5-6 semaines de correction. On le voit mieux en données journalières. La dernière vraie correction avait été la correction en 3 temps zigzag ABC de l'été dernier, et le marché était reparti à l'achat après avoir redépassé sa moyenne mobile à 200 jours, et nous sommes en train de corriger toute cette phase entre octobre et novembre de hausse verticale. Alors, s'agit-il de la vraie 3 ou de la 3 ? De la 3, ça c'est le débat en cours. Faut-il acheter sur les 5000 points en mode c'est bon, ou faut-il attendre un retour entre 4007 et 4008 qui sera un retracement de la grande 3 et un retour au contact de l'ancien record historique? Ça c'est le débat auquel je vais répondre dans la partie analyse technique vers laquelle vous pouvez vous diriger tout de suite si le reste ne vous intéresse pas. Donc, sell in May and go away, plusieurs éléments. Donc, je vous ai remis à l'écrit ici un certain nombre d'informations, et notamment les comparaisons entre les 3 types de stratégies qui sont donc sell in May and go away, la stratégie ensuite de shorter le marché, et ensuite donc buy and sell. Vous avez acheté de novembre à mai et vous passez vendeur de mai à novembre. Sell in May and go away, encore une fois, rappelez-vous, sell in May, ce n'est pas passer vendeur, c'est prendre ses profits et partir. Et vous avez la stratégie buy and hold. La stratégie buy and hold. Donc, ce que nous savons, c'est qu'effectivement, il faut être honnête, le mois de mai n'est pas le meilleur des mois de mai. Mais le mois de mai n'est pas un mois de crap.
de crack. La performance moyenne du S&P 500 au mois de mai est généralement très faible, voire négative. Mais ce n'est pas un mois de crack boursier systématique pour les indices boursiers. Je vous ai remis ici la raison de cette correction. Vous avez l'évolution de la probabilité de zéro baisse de taux de la Fed en 2024. Donc, le scénario de zéro baisse de taux, alors que je vous rappelle qu'au début de l'année, c'était un scénario de 7 baisses de taux. Nous sommes passés de 0% de probabilité en février à maintenant quasiment plus de 23% de probabilité qu'il y ait zéro baisse de taux. Donc ça reste quand même la raison de cette correction. Maintenant, vous prenez ici la performance moyenne au mois de mai d'une sélection d'indices boursiers. Ce sont des chiffres que j'avais calculés la semaine dernière, je suis allé déterrer ce tableau. Eh bien, les indices ont une performance moyenne qui n'est pas celle d'un crack. Certes, ce n'est pas des gros mois haussiers, mais au final, c'est plutôt un mois neutre, en moyenne. Encore une fois, ce sont des moyennes. Et là, ce sont des moyennes que je vous ai prises sur plusieurs décennies. J'ai même plus intéressant, vous avez ici, et c'est tout chaud, et ça nous vient de Bloomberg, vous avez ici la performance tous les mois de mai pour le S&P 500 depuis l'année 2014. Eh bien, vous avez eu 8 mois haussiers sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, ça c'est la moyenne. Donc 8 mois haussiers sur 10. Donc, si la stratégie considère c'est le mois de mai, je passe short, vous avez toutes les statistiques contre vous. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne le mois de mai, à proprement parler. Ensuite, oui, naturellement que en fait, ce que dit le sell in May and go away, c'est tout simple. C'est qu'en fait, statistiquement, être à l'achat entre novembre et avril, c'est beaucoup mieux qu'être à l'achat entre mai et octobre. Voilà. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. La meilleure stratégie, en fait, c'est de passer à l'achat début novembre et de tout couper fin avril. Là, vous avez une grosse probabilité d'avoir des vrais gains. C'est ça, en fait, que dit le sell in May and go. Ça ne dit pas qu'il faut shorter en mai et que vous allez être riche fin mai parce que vous avez tout shorté agressivement. Ça ne dit pas ça. Donc déjà, ça me paraissait important de rappeler ces éléments-là. Alors maintenant, Réserve fédérale, une dernière hausse de taux est-elle sur la table? À la question de savoir, et je vous fais apparaître à droite une sélection de mes indicateurs avancés d'inflation, et vous allez voir, ça va vous rassurer. À la fin de l'année dernière, effectivement, M. Powell a laissé entendre qu'il y avait des baisses de taux sur la table. Voilà exactement la traduction en français de ce qu'avait dit Powell en décembre. C'est lui, c'est un peu trop avancé aussi. La question de savoir, quand il deviendra approprié de commencer à réduire le niveau de restriction de politique monétaire, cela commence à se dessiner et c'est clairement une discussion. C'est une discussion dans le monde et c'est aussi une discussion entre nous, au sein du comité de politique monétaire de la Fed. Et voilà en réalité ce qui a mis en difficulté la Fed, c'est que la Fed nous avait clairement indiqué en décembre dernier qu'elle avait confiance dans la désinflation. Et donc, que s'est-il passé depuis? Eh bien, ce que s'est-il passé depuis? Je vous remontre ici l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed, qui est le PCE. Effectivement, tout était bien engagé en novembre-décembre dernier. Et depuis, vous avez eu donc une mise à plat, alors que la Fed pensait que la trajectoire baissière allait continuer. Donc voilà, il faut aussi savoir raison garder. Nous avons en réalité une mise à plat de l'inflation et non pas une seconde vague d'inflation. Et donc, ce qu'a dit la Fed la semaine dernière, ce qu'a dit Jérôme Powell, c'est que, et c'était ça, parce que ici je cherche à répondre à la question, faut-il revenir ou étudier la possibilité de revenir à l'achat sur support sur le S&P 500. Alors, soit 5000 points, soit 4007, 4008, ça c'est le débat de l'analyse technique, mais le débat de fond, faut-il chercher à s'intéresser à un niveau de support pour revenir à l'achat? La réponse à cette question passe aussi par une sous-question. Y a-t-il à la Fed, au sein des membres votants, un scénario dominant ou un scénario possible d'une dernière hausse de taux? Donc 5,5 à 5,75. Si la réponse est oui, malheureusement, il ne faut pas chercher à s'intéresser à revenir à l'achat en mai sur le S&P 500. Mais il se trouve que Jérôme Powell a écarté cette hypothèse la semaine dernière. En fait, maintenant, la Fed, elle est data dependent. Plus que jamais,
les chiffres du PPI, du CPI et du PCE, donc pour avril, qui vont être publiés courant mai, ceux de mai, ceux de juin, etc., seront déterminants. Les indicateurs avancés d'inflation sont plutôt optimistes pour avril, mai, juin. J'y viens. Donc, ça, c'est une première chose importante à savoir. Et donc, alors, ces indicateurs avancés d'inflation, je vous en montre certains. Vous savez que dans l'indice, l'inflation immobilière est encore trop élevée. Regardez ce graphique, s'il vous plaît. Je vais zoomer dessus, ce sera plus simple pour que vous puissiez le voir. Vous avez deux choses. Vous avez l'inflation immobilière officielle en bleu. Selon le CPI, elle est à 5 à 5,8. Donc c'est vrai qu'elle est très élevée, parce que regardez le monde d'avant Covid, l'inflation immobilière, elle est entre 3 et 4. La Fed, elle veut ramener entre 3 et 4. En rouge, vous avez l'inflation réelle, l'inflation en temps réel. En plus, c'est un chiffre officiel, c'est la BLS, c'est le Bureau du Travail. En rouge, c'est le taux d'inflation réel des nouveaux contrats de location. Regardez où est-ce qu'on est, on est à 0. Et regardez, historiquement, ça s'était envolé ici, et l'indice d'inflation avait mis du temps à l'intégrer. Là, on est même revenu en dessous du monde d'avant. On est même revenu sous le creux du Covid. Et donc, sous cette courbe rouge, elle va, lors des prochains mois, elle va arriver dans la bleue. Donc, nous avons la certitude que cette courbe du CPI immobilier, qui pèse 45% du CPI, nous avons la certitude que nous sommes ici en fin d'année. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important, et je tiens à le rappeler. Alors, il y a bien sûr deux sujets. Là, je vous montre l'inflation immobilière où nous savons qu'elle est vaincue. C'est un fait, c'est pas du bullshit, c'est pas du lag, du retard, c'est ce que l'on constate. Le taux d'inflation, si là vous signez un nouveau contrat de loc pour un appart à New York, sur Times Square ou sur Central Park, vous avez les moyens, bon, voilà, si vous faites une moyenne à l'échelle des États-Unis, j'arrête les bêtises, c'est 0. Donc, ça c'est bon. Maintenant, il y a l'autre partie, qui est l'inflation des services. Là, il y a une vraie interrogation, car c'est vrai qu'elle a réaccéléré lors des 3 premiers mois de l'année. Cette inflation des services, en particulier par exemple le coût des assurances, le coût des assurances automobiles, il y a une discussion. Nous savons que, par exemple, le prix des voitures est en baisse sur un an. C'est ce que montre là aussi l'inflation temps réel. Nous savons qu'il faut 1 an, voire 2 ans parfois, pour que le prix des assurances est corrélé globalement, le taux d'inflation des assurances automobiles est corrélé au taux d'inflation des voitures neuves, mais avec un retard de 1 à 2 ans. Donc là aussi, combien de temps va-t-il falloir pour que le prix des voitures, qui là est en baisse sur un an de 5%, vienne enfin remettre au point mort le taux d'inflation des assurances immobilières, des assurances pour les véhicules? Ça, on ne sait pas en fait. Ça peut prendre encore du temps, c'est un souci. Bon, il n'y a bien sûr pas que les assurances automobiles dans les services. Mais ce que je peux vous montrer, et là par contre, je n'ai pas la réponse, et ça reste incertitude, je vous ai remis ici la composante inflation de l'ISM des services, qui, elle, a repris récemment une trajectoire baissière. Lorsqu'on regarde du côté des autres indicateurs avancés d'inflation, on peut regarder notamment Trueflation. Trueflation, il y a eu, c'est vrai, un rebond en février-mars. Ce qui compte, en fait, ce n'est pas la valeur absolue de Trueflation, c'est sa tendance. Alors, en fait, on s'est globalement mis à plat, mais ça repart à la baisse depuis fin mars. Et donc, ça veut dire que l'inflation officielle d'avril devrait intégrer ça. Donc, ça c'est à suivre. Lorsqu'on regarde les diverses composantes services de Trueflation, la tendance est en baisse. Donc, petit à petit, ces données vont venir intégrer les indices d'inflation officielle. Et je reprends la toute dernière mise à jour proposée par l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, et notamment la seule chose qui compte, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la dernière édition du Top Gun, le Core PCE, eh bien, d'après cet algorithme, la baisse devrait se poursuivre, mais lentement, avec en mai un 2,68. Je vous rappelle qu'à partir de 2,60, la Fed peut baisser ses taux. C'est ce qu'elle nous a dit. Mais il y a naturellement un vrai sujet, un vrai débat sur l'inflation. Et donc, les prochaines mises à jour du PPI, du CPI et du PCE seront déterminantes. Alors, quand même, le sujet de la vidéo, le S&P 500 est-il encore en surachat court terme sur le plan technique? Alors que la tendance de fond est haussière au-dessus des 4700-4800 points, faut-il revenir à l'achat sur cet indice S&P 500?
Alors écoutez, déjà le débat de fond. Je reprends ici le graphique du S&P 500 en données hebdomadaires. Il y a deux options sur la table. Soit le marché a fini sa grande 3. Donc, vague 1, vague 2. La vague 2 classique ici à l'époque en zigzag. Hein, vraiment, ce fut l'été dernier. Le cas d'école du zigzag. Le cas d'école du zigzag. Où d'ailleurs il y avait une C, une vague C qui avait représenté une extension de 1,618 de la A au top de la B. Voilà, là ça a été assez parfait. Maintenant, soit nous sommes rentrés dans une vraie 4. Et notez que la 3 a fait un peu plus qu'une fois la 1 au bas de la 2, c'est classique. Bon. Soit nous sommes en fait simplement encore en train de construire cette vague 3, et nous serions simplement dans la 4 de cette grande 3. C'est-à-dire que, là j'ai le sous-décompte, donc là vous avez la vraie 1, la vraie 1, la vraie 2, classique en 3 temps, et nous serions, alors voilà, soit la grande 3 est terminée, soit en fait nous avons fait la 1 de la grande 3, la 2 de la grande 3, la 3 de la grande 3, sachant que dans une vague impulsive 3, il y a 5 sous-vagues, et nous serions dans la 4. Bon, ça, je n'ai pas la réponse. Mais c'est central. Car si nous sommes simplement dans la 4 de la grande 3, le bottom est à 5000 points. Dans ces cas-là, la réponse est oui, il faut revenir à l'achat. Par contre, si nous sommes dans la vraie 4 et que la grande 3 est terminée, que se passe-t-il? La vraie 4, donc là nous serions à ce moment-là dans un scénario ici d'une vraie 4, je vais mettre, voilà, nous serions dans ce scénario. Qu'est-ce qui se passe? Cette vraie 4, déjà elles n'en font jamais le sommet de la 1, mais surtout elles retracent la 3. Et je vous ai mis ici les ratios de retracement de Fibo, et en théorie ça retrace entre 38,2 et 50. Donc, en gros, faut-il revenir à l'achat sur le S&P 500? Le débat est de savoir s'il faut payer maintenant les 5000 points, ou s'il faut attendre un retour du S&P 500 entre 4007 et 4008, qui serait à la fois un nouveau test de la MM 200 jours, un pullback sur l'ancien record historique, et un ratio de retracement usuel standard d'une grande vague 4. Hein, puisque je vous remets ici usuellement ce que fait une vague 4 en usuel, voilà, c'est en moyenne, on est 38,2 grand max 50 de la vague numéro 3. Donc voilà, et là vous avez donc le schéma héliotiste classique, et donc voilà, soit la vraie 4, soit toujours en train de construire cette grande 3, et nous sommes dans la 4 à l'intérieur. Hein, puisque là, ici vous décomposez en 5 temps, sous-décomposé en 3 temps, sous-décomposé en 5 temps, sous-décomposé en 3 temps, sous-décomposé en 5 temps. Voilà donc le principe. Alors, comment on répond à cette question? Écoutez, là, moi, je vous propose d'utiliser plusieurs outils. Tout d'abord, en données journalières, le système Ishimoku, et, qui apparaît. Et en gros, regardez ici, à l'époque, la vraie 2 avait été indiquée par le fait qu'on a traversé le nuage à la baisse. Donc, en fait, tant qu'on tient le nuage, tant qu'on tient les 5000 points, nous sommes dans une 4 de 3. Par contre, si le S&P 500 devait sortir par le bas du nuage, nous serions dans cette structure-là. Et là, donc, une vraie 4, et on irait chercher entre 4007 et 4008 pour revenir à l'achat. Et donc, dans ces cas-là, faut-il revenir à l'achat en mai? Et bien là, ce début mai, la réponse serait non, ce serait trop tôt. Donc, voilà vraiment où se situe le débat de fond. Il y a ensuite, bien sûr, d'autres outils à regarder. Vous avez notamment, alors, vous aviez mi-mars, sentiment du marché, analyse contrarienne. Vous aviez mi-mars un réservoir des acheteurs archi rempli. Eh bien, là, il s'est dégonflé, mais pas suffisamment. Il y a un équilibre entre acheteurs-vendeurs. Là aussi, nous sommes dans un entre-deux, ça ne permet pas de répondre à la question. Maintenant, vous avez aussi l'analyse quantitative, et notez que tous les points bas de marché se font lorsque vous avez à la fois un pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours dans une zone basse, et au même moment, le pourcentage d'actions au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours du S&P 500 en zone basse. Là, nous avons effectivement atteint une zone basse pour le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Par contre, pour la moyenne mobile à 50 jours, ça s'est bien dégonflé, mais nous n'y sommes pas. Donc là aussi, ça nous laisse un peu dans l'expectative. Mais un bon 3/4 de la correction est fait. Hein, plus proche de la fin que du début. C'est intéressant de noter ça donc pour ce début de mois de mai.
Alors, eh bien sûr, toute l'analyse fondamentale, valorisation, on pourrait passer 30 ans, mais là, je vais vous faire ça en 5 minutes. La question de savoir, faut-il revenir à l'achat sur le S&P 500 L'autre sous-question, c'est le S&P 500 qui avait atteint des records en termes de valorisation. Et là, je vous renvoie vers les Top Gun que je vous ai proposés en mars, où je mettais en avant un certain nombre d'alertes sur plusieurs façons de valoriser le S&P 500, notamment le cap ratio, enfin le P/E Shiller, le price to sales, le Warren Buffett indicator. Rappelez-vous tout ça. Il y avait des alertes rouges en mars de valorisation. Donc, voilà. Alors, ça s'est dégonflé, mais nous sommes clairement encore en zone haute. Le Warren Buffett Indicator, je crois qu'il y a une market cap US qui fait 180% du PIB. Bon, au-dessus de 150%, je crois, de mémoire, c'est pour lui une bulle. Maintenant, on va retenir, allez, 2 bons ratios de valo, 3. Le PE forward, on va regarder, on va faire le PE classique, le PE forward, le PE Shiller et le price to sales. Les 4 sont encore en zone haute, sont au-dessus des moyennes à 5 ans et 10 ans. Donc, voilà, le marché n'a jamais été aussi cher que ce qu'il a pu atteindre maintenant là, par rapport à 2021 et 2001, mais ça s'est un peu dégonflé. Mais fondamentalement, le marché est encore globalement cher. Mais en réalité, c'est un peu tronqué, ça dépend des secteurs et des titres. En fait, ce qui est encore très cher, ce sont les valeurs de la tech. Il y a 2 secteurs, Communication Services et Information Technology. Sauf que c'est là aussi où il y a les meilleures perspectives de bénéfices, donc on peut comprendre. Et c'est vrai que lorsque vous retraitez le S&P 500 des méga caps, en fait, c'est pas cher. Le marché n'est pas cher lorsqu'on le retraite des méga caps. Donc c'est tout ça que je vais vous montrer. Alors déjà, effectivement, je vous remontre que lorsque vous regardez ici, donc j'ai pris le PE forward. Pour le S&P 500, vous avez, il est décomposé entre méga cap, large cap, small et mid cap. Bon, en fait, ce sont vraiment les méga caps qui sont sur un PE forward de 30, c'est énorme. Mais les large caps, elles, alors sont chères, hein, mais ne sont, regardez, elles sont là. Donc, on n'a jamais été à ce prix-là que lors des records de 2021 ou du début du siècle. Mais on n'est que sur du 2021. Hein, donc c'est ça en fait la difficulté, c'est que lorsqu'on raisonne de manière globale, ce que je vais faire maintenant, où je vous prends le P/E Shiller du S&P 500. Donc le P/E Shiller depuis 10 ans, le cap ratio, donc c'est-à-dire le rapport entre le prix du S&P 500 et la moyenne des bénéfices des 10 dernières années, sur 10, donc là, affiché donc sur 10 ans, eh bien, nous sommes donc à 33. Que ce soit donc sur les 20 dernières années ou sur les 10 dernières années, nous sommes largement au-dessus de la moyenne. Ici, vous avez au centre la moyenne, un écart type au-dessus, un écart type en dessous. Donc, voilà, effectivement, ça rebaisse un peu depuis 6 semaines, mais nous sommes encore en zone très haute. Si vous prenez le price to sales du S&P 500, sur 10 ans, nous sommes là aussi au-dessus d'un écart type par rapport à la moyenne des 10 dernières années. C'est ça en fait que vous permet de faire changer. Et si on prend sur 5 ans, sur 5 ans, notez que le début de la correction mi-mars, et je vous l'avais montré, il a été fait lorsqu'on a atteint un écart type au-dessus de la moyenne du price to sales sur 5 ans. Là, ça s'est dégonflé, mais nous sommes clairement encore en zone haute. Si vous prenez le price earning classique du S&P 500, selon FactSet, eh bien, le marché a un peu retracé, mais nous sommes encore au-dessus de la moyenne à 5 ans et au-dessus de la moyenne à 10 ans. Si vous prenez le PE forward du S&P 500, avec la baisse depuis 6 semaines, il y a eu effectivement une petite baisse, mais nous sommes au-dessus de la moyenne à 5 ans en vert et au-dessus de la moyenne à 10 ans, ici en noir ou en bleu, ça dépend de la couleur qu'on voit. Donc, sur le plan fondamental, le marché action US est encore cher, relativement cher. Mais, encore une fois, ça dépend des secteurs. Et je vais vous montrer d'ailleurs sur Guru Focus, vous avez dans la partie marché ici, et là vous avez les P/E Shiller par secteur. Et vous allez voir que, bon, alors vous prenez le P/E Shiller du S&P 500, il est à 33. Mais en fait, regardez, c'est les stars de la tech sont à 48. Communication à 34, mais vous avez ensuite tous les secteurs plus classiques qui sont sur des ratios de valo plutôt bas ou plutôt standards. Donc, c'est vraiment centré sur certains secteurs. C'est pour ça que c'est difficile de raisonner
de manière générale. Et au final, un marché, oui, peut être valorisé de manière chère, mais ce qui compte, ce sont les perspectives de bénéfices. Alors là, déjà, vous avez une synthèse, c'est presque fini, les résultats du premier trimestre. On a un rebond de la marge nette, donc bénéfice sur le chiffre d'affaires, par rapport au trimestre précédent. Donc c'est plutôt des résultats qui restent solides. Et en termes de perspectives, je vous remontre ici, selon les analystes financiers, les perspectives de bénéfices du S&P 500. L'optimisme est encore de rigueur. Hein. C'est même l'optimisme, c'est un mot peut-être un peu faible. Donc voilà, c'est ça aussi qui maintient un peu ce S&P 500, lui qui cherche toujours son bottom, hein, comme nous venons de le voir, sur le plan technique. Et donc au final, chers amis, pour savoir aussi s'il faut-il revenir à l'achat ce mois de mai sur le S&P 500, l'autre question, pour conclure, est de savoir, les taux obligataires US, les taux du marché US, ont-ils fini leur reprise haussière qui a démarré en janvier et qui devient problématique, surtout si le 10 ans américain devait atteindre 5%. Au-delà, ce sera une catastrophe. Et donc, alors, pour l'instant, il y a un début de divergence baissière, quelque chose, mais sans une vraie cassure de support sur les taux obligataires, et je vous renvoie vers la dernière édition du Top Gun, sans une vraie cassure de support en données hebdomadaires sur les taux obligataires, nous sommes toujours en reprise. Et là, de toute façon, tout cela dépendra uniquement des données qui seront publiées pour l'inflation US. Donc, nous avons besoin à la fois d'avoir une confirmation que S&P 500 a trouvé son bottom, et cela ne peut se faire que si les taux d'intérêt du marché ont trouvé leur sommet. Voilà, on va retrouver une corrélation inversée. Nous sommes dans la même problématique que 2022, mais dans une moindre mesure, parce que 2022, c'est un bear market. Enfin, un petit bear market, finalement. Donc, voilà, et ça, c'est très important à surveiller sur les taux obligataires. Si je prends l'exemple du 10 ans américain, voilà, alors, pour l'instant, ça reste un retracement de cette phase de baisse. Il y a un début de divergence, mais sans cassure de support. Il faudrait au moins recasser à la baisse la zone des 4,40, 4,42. Au moins recasser à la baisse cette zone pour avoir vraiment un signal bearish. Et là, vous auriez la confirmation que S&P 500 a trouvé son point bas. Et pour l'instant, donc, ce n'est pas le cas. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette reprise du Top Gun vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à enregistrer cette vidéo, à préparer la présentation. Merci à toutes et à tous pour vos likes. Merci à ceux qui prennent aussi le temps de s'abonner. Oui, je sais, c'est un peu chiant de s'abonner. Même moi, je ne m'abonne pas à toutes les chaînes que je suis. Mais c'est vrai que c'est un vrai plus pour ceux qui font des vidéos. Je vous dis à mercredi pour le Top Gun. Salut.